Philippe. Bonjour. Bon, tu viens de discuter d'un dossier super intéressant, puis je vais te mettre la table parce que ma fille qui va avoir 15 ans demain, j'en profite, ben oui, c'est ça, j'en profite pour le souligner, est allée au Francofolie vendredi dernier avec des copines, puis on parlait le lendemain, puis je disais, tu sais, t'as écouté quoi? Puis elle me disait, il y avait une chanson en anglais, puis je me disais, OK, c'est curieux, tu sais, c'est les Francofolies, tu sais, puis je dis, t'es sûre, la chanson est en anglais? Elle dit, oui, puis je dis, ben c'était peut-être juste une chanson dans le... Tu sais, que elle dit, non, elle dit, il y a vraiment beaucoup de chansons dans le, tu sais, en anglais. Puis j'ai dit, non, t'es sûre que t'étais au Francofolie? C'est exactement ça dont tu voulais qu'on parle. Ben oui, parce que j'ai assisté à plusieurs spectacles des Francopholies qui étaient surtout axés sur les artistes émergents. Donc, par exemple, il y avait Fouki, Jay Scott, Les Louanges. Et donc, j'étais écouté ces gens-là. Il y avait également Loud, Cœur de pirate, Robert Charlebois pour clôturer. Et plusieurs des artistes, j'ai remarqué que leurs chansons étaient en franglais. C'est-à-dire que très souvent, on va passer du français à l'anglais rapidement. Puis, j'ai de la difficulté à voir de quelle façon ce passage du français à l'anglais apporte quelque chose musicalement. Puis d'autant plus que, justement, c'est les francopholies. Donc, je m'attends à ce que cette semaine-là soit consacrée surtout à la chanson en français. Parce que le reste de l'année, c'est surtout en anglais que ça se passe dans les radios. Puis les musiques qui sont très populaires, ça se passe en anglais. Donc, ce serait plaisant d'avoir une semaine qui est consacrée au thème de l'événement comme tel. Puis j'ai remarqué, notamment à Cœur de pirate, elle a chanté une de ses chansons intégralement en anglais. Donc, je me pose la question, comment dire, c'est normal, c'est correct qu'elle ait son album qui est plus anglophone, mais est-ce que c'est le temps de le faire pendant les francopholies? Le principe de base des francopholies, c'est de mettre la musique de la francophonie de l'avant. C'est ça que je me dis. Puis là, je vois un problème là-dedans. C'est ça qu'on pourrait voir que les festivals de jazz, depuis plusieurs années, un peu partout dans le monde, ils n'ont pas forcément juste du jazz. Il peut y avoir des extensions de tout ça. Il peut y avoir des chansons qui sont plus pop. Sauf que ça, c'est plus un genre musical qui peut se rattacher à d'autres choses. Il peut y avoir des inspirations de jazz dans différentes chansons. Parce que là, francophonie, là, on fait référence à une langue. Donc, s'il y a l'intrusion d'une autre langue, là, on vient un peu corrompre le thème de l'événement. D'autant plus que, en fait, c'est toujours la même langue qui vient s'introduire. Il n'y a jamais, par exemple, l'espagnol ou d'autres langues. Là. C'est-à-dire c'est toujours l'anglais qui s'impose de plus en plus. Donc, j'ai le goût d'appeler ça maintenant les franglofolies. D'autant plus que l'année dernière, j'ai fait une chronique sur un peu le même sujet. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un problème sur l'emploi de l'anglais chez les employés. Dans les coulisses et dans les bureaux, l'anglais s'imposait chez les travailleurs des francopholies. Donc là, depuis, il y a eu une enquête de l'OQLF et finalement, il y a eu un petit ménage qui s'est fait. Puis maintenant, les employés parlent en anglais entre eux, mais maintenant, c'est les chanteurs qui parlent en anglais. Donc, ils parlent en français entre eux, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, tu dis que ça s'est transporté des bureaux sur la scène. Sur la scène, on dirait, oui. Moi, j'y vois un problème, puis j'y vois une sorte de dénationalisation des consciences, finalement, parce que si on remonte aux musiciens des années 2000, les musiciens des années 2000, c'est les Cowboys fringants. C'est les Trois Accords, c'est Mes aïeux, La Chicane. Donc, on est encore dans l'idée que le Québec, ça se passe en français, majoritairement. Puis, ces groupes-là, ces musiciens-là, vont vraiment inscrire leur musique dans une certaine forme de tradition, même si ça évolue, finalement. Mais là, les années 2020, j'ai l'impression que là, on accepte beaucoup plus le franglais. Les jeunes acceptent de mieux en mieux qu'il y a une plus grande présence de l'anglais. Puis, on l'introduit de plus en plus dans la musique, dans la culture, si on veut. Est-ce que pour pousser la réflexion jusque-là, puis c'est un peu ça que tu dis, est-ce que, par exemple, un artiste francophone, tu mentionnais Cœur de pirate, je comprends que tu soulèves, tu dis c'est peut-être pas la place pour mettre de l'avant ses chansons, son album anglophone. Est-ce qu'il devrait avoir des paramètres par rapport à ça? Est-ce que, parce qu'il y a quand même beaucoup de subventions gouvernementales derrière ça aussi. Est-ce que c'est là que tu t'en vas de dire, est-ce que ça devrait être, là, faut que ton matériel soit 100% en français quand tu viens sur la scène? Est-ce que c'est ça qu'on devrait demander aux organisateurs? Au départ, peut-être que ça aurait dû aller de soi. Après, je sais pas quelles sont les réglementations comme telles. S'il y en a pas, là, peut-être que ce serait quasiment le temps de commencer à faire quelque chose, parce que si déjà en 2023, on est déjà dans le franglais de plus en plus, puis pas juste un chanteur ou une chanson, c'est vraiment la plupart des musiciens. La plupart des musiciens émergents qui font rassembler les jeunes, c'est ça. Évidemment, à part Robert Charlebois, notre vétéran. Mais la nouvelle génération est comme vraiment plus en franglais. Puis le problème, c'est que si on fait une réglementation, ça n'empêche pas ces gens-là d'avoir leur propre répertoire qui est déjà en franglais. Donc, il faudrait quasiment qu'ils fassent une nouvelle version uniquement pour les francopholies.
Ouais, ben, Donc, tu dis la nouvelle génération est plus frangrée, là encore. Je vais te référer à ma fille qui était sur le site. Moi, je m'attends à ce que ce genre de festival serve justement à être une plateforme différente que ce à quoi ils ont accès d'habitude. C'est sûr que là, je te dis, ben là, on se battre contre TikTok, contre Instagram, contre Spotify et compagnie. C'est un gros mandat. Puis là, c'est toute la question de la découvrabilité, ben, tu sais, c'est gros, là. Mais là, si tu as un événement à ciel ouvert qui est gratuit, que tu peux y aller librement, puis que même dans cet événement-là, tu envoies des ados, des jeunes adultes, puis c'est encore de l'anglais qui joue, ben il te reste quoi comme plateforme pour faire découvrir ton contenu c'est francophone? le problème. Il n'y avait que musique avant. Mais il y a aussi la fête nationale. Mais justement, la fête nationale, de plus en plus, parfois, il y a des artistes qui disent qu'il faudrait parfois laisser des chansons en anglais ou dans d'autres langues. Donc, si on n'a même pas les courts moments dans l'année où on peut avoir justement notre disponibilité de musique francophone, française, mais là, on a un vrai problème, parce que là, on délégitime complètement la chanson francophone complètement. Donc, j'y vois quelque chose qui n'est pas très, très rassurant, puis je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire que ces artistes-là sont mauvais, soit dit en passant. Moi, c'est pas une critique qualitative sur leur travail là, comme tel. Mais je remarque dans leurs chansons que l'anglais n'apporte pas quelque chose comme tel. Pour moi, la signature des Québécois, c'est que on fait les choses différemment du reste de l'Amérique du Nord puis du reste du monde anglophone. On a notre propre signature à nous. Puis quand on se met à chanter en anglais, c'est comme si j'ai l'impression qu'on dissout notre identité. On fait juste comme se noyer dans le grand océan anglophone, mais on n'apporte pas notre propre signature. Ben, c'est un peu, puis je te lance sur le prochain sujet après, mais tu sais, c'est un peu aussi une question de... ça reste que ces festivals-là, mais entre autres les Francopholies, le Festival de jazz, c'est des plateformes touristiques hyper importantes pour aller... tu sais, moi, je me rappelle, j'ai travaillé il y a plusieurs années là, aux Francopholies, puis il y a du démarchage touristique qui se faisait au niveau de la Louisiane, entre autres, pour mettre le côté de la métropole francophone, puis attirer des touristes. Mais là, si ces touristes-là viennent, puis finalement, c'est de l'anglais qui est sur la scène, tu sais, c'est comme complètement contre-productif. Mais là, peut-être que la main droite parle pas la main gauche non plus, tu sais, l'Office du tourisme. Mais là, je te lance... c'est vrai. Ah, vas-y. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, moi, j'aime beaucoup le Festival de jazz de Montréal. Puis c'est correct que ça se passe majoritairement en anglais, puisque le jazz, ça partit des États-Unis. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais chacun son thème. C'est ça, pour savoir exactement. classer les choses. Là. Bon. Voilà. On revient sur une question politique. L'ancien chef du Parti conservateur du Canada qui quitte la vie politique, puis il laisse un avertissement concernant les réseaux sociaux. Erin O'Toole, notre bon politicien, disait que les réseaux sociaux ont tendance à polariser les positions, puis les gens ont tendance à être plus agressifs. Parce que notamment sur le Twitter, il y a toutes sortes de pseudo-anonymes. On peut très bien ne pas mettre de photos. Donc, il y a tout un déversoir de haine qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais là, on a un politicien qui a quand même 15 ans de carrière derrière la cravate qui nous dit, regardez, moi, je trouve qu'il y a eu du changement là, depuis que les réseaux sociaux sont en montée. Et je trouve ça malsain parce qu'il dit, moi, je trouve que les politiciens doivent servir le bien commun, aller au fond des choses au lieu de se lancer dans des attaques qui sont stériles. Et je crois que c'est malsain pour le débat politique, finalement, là, parce que c'est pas juste au Québec ou au Canada anglais. Son commentaire est malsain ou c'est débat-là? Non, pas son commentaire. Pas son commentaire. Okay. Non, c'est ça, ces débats-là. C'est pas forcément des débats, des fois, c'est des combats de coq. On en a vu beaucoup dans les dernières semaines, derniers mois. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas vu en politique. Tu sais, j'ai été comme une dizaine d'années en politique. Puis quand je suis arrivée, on n'utilisait pas beaucoup Twitter encore, il y a une dizaine d'années politiquement. C'est sûr que là, c'est quelque chose qui s'est mis à être utilisé énormément, mais plus comme un relais vers les médias ou vers la population, mais beaucoup vers les médias. Mais là, je regardais dans les derniers mois, j'ai vu énormément, effectivement, de tweet fight. Il n'y a pas d'autre façon de combat entre des politiciens. Puis, je peux pas dire que je trouve ça particulièrement... c'est pas le meilleur de la politique. C'est comme une partie, je me dis, Colin, faites ça par texto, à la limite, qu'on le voit pas, là, mais je trouve pas ça édifiant. C'est pas du tout édifiant, d'autant plus que ces mêmes gens-là, s'ils se voyaient en personne, ils seraient pas aussi violents, finalement. Parce que, comme dirait Emmanuel Lévinas, un grand philosophe... Mais ça, c'est les mêmes gens qui vont aller dire après ça aussi qu'il faut faire de la politique autrement. Oui. Faut faire... c'est ça. Autrement, pour mieux attaquer l'autre. C'est ça. Non, mais je revenais sur... Je sais pas si vous connaissez le philosophe Emmanuel Lévinas, mais lui, il a fondé toute une éthique sur le visage de l'autre. Il disait « Le visage de l'autre nous oblige dans sa vulnérabilité ». Donc, quand on voit quelqu'un d'autre, sa présence nous oblige à avoir un minimum de décence. Tandis que sur les réseaux sociaux, vu qu'on ne voit pas l'autre,
puis que parfois on a des comptes anonymes, ben, on peut se permettre de dire absolument n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit toute la haine qui se déverse. Et je crois que depuis la pandémie, les choses se sont empirées, même si je sais que c'est un lieu commun de dire ça, parce que il y a eu beaucoup plus d'isolement, beaucoup plus de solitude. Il y a eu toutes sortes de problèmes qui sont reliés à toutes sortes de gens. Il y a eu des familles disloquées, tout ça. Donc, je crois que le ressentiment est canalisé par les réseaux sociaux. Puis malheureusement, il y a des politiciens qui contribuent à ça. Puis on dirait que ça peut être payant quand même, parce que Poilievre est quand même parfois premier dans les sondages, de peu. Et donc, on voit que ça peut être quand même payant, parce que Poilievre est un petit peu là-dedans. Il va s'inspirer un peu des méthodes, justement, à la Donald Trump, qui sont plus haineuses, qui sont plus caustiques. Donc, moi, j'y vois quand même un problème, mais si c'est payant électoralement, on ne pense pas que Erin O'Toole va être écouté non plus, là. Philippe Loranger, je te remercie. On va passer la prochaine saison, on va passer l'été ensemble à pouvoir discuter. Ça va être fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Restez connectés.